Bienvenue sur la chaîne Un moment pour soi. Ici, nous apprenons à reprendre le contrôle de notre vie, pas à pas, avec des outils concrets et une philosophie solide. Aujourd'hui, nous parlons de liberté financière, et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras non seulement des conseils pratiques, mais aussi une vision capable de transformer ton quotidien. Chapitre 1. Les bases de la liberté financière. Tout commence par une idée simple, mais trop souvent négligée. L'argent n'est pas ton ennemi et ce n'est pas non plus ton maître. C'est un outil, un serviteur. Mais si tu ne sais pas le diriger, il se retourne contre toi. Imagine deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première dépense tout chaque mois. Sorties, vêtements, gadgets, abonnements inutiles. Elle vit dans l'illusion d'une abondance, mais en réalité, elle reste esclave de son prochain virement. La seconde, elle, choisit de mettre de côté une partie de son revenu, même modeste. Elle apprend à dire non à certains désirs immédiats pour dire oui à sa liberté future. Après quelques années, l'une continue de courir derrière l'argent, l'autre commence à respirer. Quelle vie veux-tu mener? La clarté est la première étape. Prends un carnet et écris noir sur blanc ce que signifie pour toi la liberté financière. Est-ce ne plus avoir de dettes? Pouvoir offrir des vacances à ta famille? Démarrer un projet qui te tient à cœur? Si tu ne définis pas ton but, tu n'as aucune chance de l'atteindre. Un navire sans cap finit toujours par dériver. Ensuite, regarde ta réalité en face. La plupart des gens évitent ce moment, car il est douloureux. Ils n'osent pas ouvrir leur relevé bancaire, comme si fermer les yeux pouvait effacer les chiffres. Mais l'ignorance ne protège personne. La liberté commence le jour où tu affrontes ton vrai bilan. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu dois. C'est dur, mais c'est nécessaire. Libère-toi ensuite des dettes toxiques. Un crédit à la consommation, c'est comme une corde autour du cou. Chaque mensualité étouffe un peu plus tes rêves. Rappelle-toi que chaque euro que tu dois, c'est une heure de ton futur déjà vendu. Pose-toi cette question. Veux-tu continuer à échanger ton futur contre des objets qui perdent de la valeur dès qu'ils sortent du magasin? Parallèlement, mets en place un filet de sécurité. Imagine un artisan qui marche sur un fil sans protection. Chaque faux pas est une catastrophe. Mais s'il a un filet en dessous, il ose avancer, il progresse plus vite. Ton épargne d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses, c'est ce filet. Elle te donne la tranquillité d'esprit pour affronter les imprévus sans panique. Apprends aussi à distinguer tes besoins réels de tes envies fabriquées. La société est construite pour te pousser à consommer. Chaque publicité est un piège qui te murmure « tu en as besoin ». Mais pose-toi la question. Est-ce que cet achat va vraiment améliorer ma vie dans 6 mois? La plupart du temps, la réponse est non. Et chaque non prononcé aujourd'hui est un oui à ta liberté demain. Mets en place un budget. Pas une prison, mais une boussole. Sans budget, tu marches dans le noir. Avec lui, tu sais exactement où va ton argent. Tu découvres ces petites fuites invisibles. Un café quotidien à 3 euros, c'est plus de 1 000 euros sur un an. Un abonnement jamais utilisé, c'est des dizaines d'euros gaspillés chaque mois. Additionne-les, tu verras que tu finances toi-même tes propres chaînes. Enfin, cultive la discipline. La liberté financière n'arrive pas avec un coup de chance, mais avec une accumulation de petits choix répétés. Mettre 50 euros de côté, refuser une dépense impulsive, payer une petite dette avant d'acheter un nouvel objet. Ces gestes, répétés jour après jour, construisent un empire invisible. Souviens-toi,
les fondations de ta liberté ne sont pas spectaculaires. Personne ne t'applaudira quand tu éteindras ta dette, quand tu annuleras un abonnement inutile, quand tu choisiras de cuisiner plutôt que de commander. Mais ce sont ces gestes discrets qui bâtissent ta véritable indépendance. Si ces mots résonnent en toi, écris en commentaire « discipline », parce que sans elle, aucun plan ne tient, et avec elle, rien ne peut t'arrêter. Chapitre 2. L'art de gérer son argent. Avoir de l'argent qui rentre, c'est une chose. Mais savoir le garder, le faire durer et le diriger, c'est tout un art. Et c'est là que beaucoup échouent. Regarde autour de toi. Combien de personnes reçoivent leur salaire le 1er du mois et le voient disparaître avant le 15? Pas parce qu'elles gagnent trop peu, mais parce qu'elles dépensent sans compter. Elles confondent argent gagné et argent disponible. Résultat, elles travaillent, mais elles restent prisonnières, mois après mois. La première règle, c'est « paie-toi en premier ». Dès que ton revenu tombe, mets de côté une part, même minime. Ça peut être 5%, 10% ou plus. Peu importe le montant, ce qui compte, c'est l'habitude. Si tu attends la fin du mois pour épargner, il ne restera jamais rien. Si tu épargnes dès le début, tu apprends à vivre avec ce qui reste et ton futur toi te remerciera. Pense à ton argent comme à une équipe. Chaque euro doit avoir une mission précise. Crée des enveloppes, physiques ou mentales. Une pour l'épargne, une pour les dépenses essentielles, une pour tes plaisirs. Car si tu ne dis pas à ton argent où aller, il s'évapore. Imagine, tu gagnes 1500 €. Sans plan, tu dépenses au feeling. Et à la fin, tu ne sais même pas où l'argent est parti. Avec un plan, tu dis 150 pour l'épargne, 900 pour le logement et la nourriture, 200 pour les loisirs. Tu sais exactement où tu en es et chaque euro devient un soldat qui travaille pour toi, pas contre toi. Mais attention, gérer son argent, ce n'est pas seulement compter. C'est aussi savoir dire non. Non à l'achat qui flatte ton ego mais vide ton compte. Non à la voiture neuve qui t'enchaîne à des mensualités lourdes alors qu'une occasion ferait le même travail. Non à ce voyage payé à crédit qui te donne quelques jours de plaisir mais des mois d'angoisse. Regarde les pièges modernes, les achats en un clic, les promotions qui te poussent à acheter ce dont tu n'avais jamais eu besoin, les abonnements qui se renouvellent en silence. Tous ces petits gestes forment une hémorragie invisible. Et tant que tu ne la contrôles pas, tu restes esclave. Apprends aussi à surveiller ton train de vie. Beaucoup augmentent leurs dépenses dès qu'ils gagnent plus. Un meilleur salaire, une meilleure voiture, une prime, un nouvel objet. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, mais tu ne respires jamais plus. Tu restes prisonnier. La vraie maîtrise, c'est de garder ton niveau de vie stable, même quand tes revenus augmentent. Tu continues à vivre comme avant, mais tu mets de côté la différence. En 5 ans, tu auras bâti des réserves que les autres n'auront jamais. N'oublie pas, l'argent n'a pas d'émotion, mais toi tu en as. Si tu laisses tes émotions guider ton portefeuille, tu seras toujours perdant. Mais si tu guides ton argent avec des règles claires, il devient ton allié. Si tu comprends que la liberté commence par la gestion, écris en commentaire. Contrôle. Parce que contrôler ton argent, c'est déjà contrôler une partie de ta vie. Chapitre 3. Investir intelligemment. Épargner, c'est protéger ton futur. Mais investir, c'est le construire. L'argent que tu mets de côté sans le faire fructifier dort. Et même pire, il perd de la valeur avec l'inflation. Ton but, ce n'est pas seulement de conserver,
c'est de multiplier. Mais attention, investir, ce n'est pas se lancer aveuglément dans n'importe quoi. Beaucoup se sont brûlés les ailes en cherchant à s'enrichir trop vite. Alors, que signifie investir intelligemment? D'abord, comprends ceci. Le premier investissement, c'est toi-même. Tu peux perdre ton argent, ta maison, ton travail, mais jamais les compétences que tu as acquises. Chaque livre que tu lis, chaque formation que tu suis, chaque expérience que tu vis, c'est un capital inestimable. Imagine deux personnes. L'une dépense 100 € en vêtements de mode, l'autre dépense ces mêmes 100 € en livres, en outils ou en apprentissage. Dans un an, la première aura des habits usés, la seconde aura de nouvelles opportunités grâce à ses connaissances. Voilà la différence. Ensuite, construis une base solide avec ton épargne de précaution. Investir sans sécurité, c'est comme sauter en parachute sans vérifier si la voile est bien attachée. Avant de chercher des profits, assure-toi d'avoir un coussin pour les imprévus. Puis, avance pas à pas. L'investissement n'est pas un coup de poker, mais un marathon. Immobilier, actions, obligations, entrepreneuriat. Choisis selon tes moyens et ton horizon de temps. L'important, c'est de diversifier. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Si un secteur chute, un autre compensera. Un exemple concret. Imagine que tu investis 200 € par mois dans un simple fonds indiciel, sans jamais toucher à l'argent. Avec les intérêts composés, dans 20 ans, cela peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Pas grâce à la magie, mais grâce au temps. C'est là que la patience entre en jeu. L'impatience coûte cher. Ceux qui veulent doubler leur argent du jour au lendemain tombent dans les arnaques, les placements douteux, les promesses de gains faciles. Mais la fortune durable se construit dans la lenteur et la constance. Souviens-toi de cette phrase. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. C'est comme une boule de neige qui dévale une montagne. Elle grossit lentement au début, puis de plus en plus vite. Mais il faut accepter d'attendre. Et rappelle-toi, investir intelligemment, c'est aussi comprendre ses limites. N'investis pas dans ce que tu ne comprends pas. Si tu ne peux pas expliquer en 2 phrases comment fonctionne un placement, n'y mets pas ton argent. L'ignorance est le plus grand danger pour ton portefeuille. Si tu veux que ton argent commence à travailler pour toi au lieu de l'inverse, écris en commentaire « patience ». Parce que c'est la patience, plus que le génie, qui fait les véritables bâtisseurs de richesse. Chapitre 4. Créer plusieurs sources de revenus. Si tu ne dépends que d'une seule source de revenus, tu marches sur une corde raide. Le moindre déséquilibre peut te faire tomber. Une perte d'emploi, une maladie, une crise économique, et tout s'effondre. La vraie liberté financière commence le jour où tu comprends que tu dois multiplier les ruisseaux qui alimentent ton fleuve. Imagine un champ irrigué par un seul tuyau d'eau. S'il se bouche, le champ se dessèche. Mais si ce champ reçoit l'eau de plusieurs sources, il reste fertile, peu importe les imprévus. Ton argent fonctionne de la même manière. Ton emploi principal peut être une base solide, mais il ne doit pas être ta seule planche de salut. Dès que possible, pense à bâtir des revenus complémentaires. Ils peuvent être modestes au début, presque insignifiants. Mais rappelle-toi, même un petit ruisseau, en coulant sans interruption, finit par sculpter des vallées entières. Quel type de revenus complémentaires peux-tu envisager? Le freelancing. Si tu as une compétence particulière, écrire, traduire, programmer, conseiller, Internet t'ouvre les portes d'un marché mondial. Les investissements locatifs. Un petit appartement mis en location peut devenir une source régulière de cash flow.
Les revenus en ligne, une chaîne YouTube, un blog, une boutique en ligne. Au départ, cela rapporte peu, mais sur le long terme, c'est une véritable machine. Les dividendes. En investissant dans certaines actions, tu reçois régulièrement une partie des bénéfices des entreprises. Pense à ça comme à la construction d'un jardin. Tu plantes aujourd'hui, tu arroses régulièrement et dans quelques années, tu récoltes sans effort supplémentaire. L'erreur, c'est de croire qu'il faut commencer grand. Non. Même un petit projet parallèle à 50 ou 100 euros par mois fait la différence. Imagine que tu crées 5 petits revenus de ce type. Ensemble, ils représentent une liberté immense. Et surtout, ne cherche pas à copier aveuglément ce que font les autres. Trouve le canal qui correspond à tes forces, à tes envies et à tes ressources actuelles. Ce qui compte, ce n'est pas de faire comme tout le monde, mais de bâtir ton propre écosystème. Souviens-toi, celui qui ne compte que sur un salaire dépend toujours de son patron. Celui qui a plusieurs sources de revenus dépend surtout de lui-même. Si tu veux commencer à bâtir ton propre fleuve d'abondance, écris en commentaire « Opportunité » parce que chaque opportunité saisie est une graine plantée pour ton futur. Chapitre 5. S'entourer des bonnes influences. Ton entourage est comme un sol fertile ou stérile. Il nourrit tes ambitions ou il les étouffe. Tu peux avoir les meilleures idées, la meilleure énergie, mais si tu passes ton temps avec des personnes qui rabaissent tes projets, tu finiras par douter, ralentir, puis abandonner. Regarde autour de toi. Si tes amis passent leur soirée à se plaindre de leur patron, de la vie, du gouvernement, crois-tu que tu vas développer un état d'esprit conquérant? Non. Tu seras aspiré dans le cercle de la plainte. Et la plainte est un poison. Elle ne change rien, elle épuise. À l'inverse, si tu côtoies des personnes ambitieuses, disciplinées, qui te poussent à faire mieux, alors tu t'élèves. Leur énergie devient ton énergie. Leurs habitudes deviennent tes habitudes. Voici un exemple concret. Imagine 2 hommes, tous deux gagnant le même salaire. Le premier passe ses week-ends avec des amis qui dépensent sans compter en boîtes et en gadgets dernier cri. Le second fréquente un cercle de personnes qui parlent d'investissement, de projets, de livres à lire. Au bout de 5 ans, crois-tu que leur vie sera encore comparable? Impossible. L'un sera épuisé financièrement, l'autre aura bâti des fondations solides. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Même si ton entourage immédiat n'est pas inspirant, tu peux trouver de nouvelles influences. Les livres, les podcasts, les vidéos, les communautés en ligne. Tout cela peut devenir ton nouveau cercle. Tu peux inviter dans ton quotidien les plus grands mentors du monde, même sans les connaître personnellement. Mais attention, cela demande un choix radical. Tu dois être prêt à t'éloigner des relations toxiques, même si elles sont anciennes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène de vie. Comme on nettoie son corps des toxines, on doit nettoyer son esprit des influences qui l'empoisonnent. Alors pose-toi cette question. Qui dans mon entourage me tire vers le haut? Et qui m'alourdit, me freine, me garde petit? La réponse peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. Si tu es prêt à choisir un entourage qui élève plutôt qu'un cercle qui enchaîne, écris en commentaire « Entourage », car ton cercle est ton avenir. Chapitre 6. Transformer les obstacles en opportunités. La route vers la liberté financière n'est pas une ligne droite. Elle est pleine de détours, de barrages, d'accidents. Beaucoup abandonnent à la première chute. Mais ceux qui avancent comprennent une chose. Chaque obstacle peut devenir un tremplin. Pense à cette image.
une pierre sur ton chemin. Tu peux la voir comme un blocage et t'asseoir en te plaignant, ou tu peux grimper dessus et prendre de la hauteur. L'obstacle est le même, mais ton attitude change tout. Regarde les grandes réussites autour de toi. Rarement elles sont nées d'un confort permanent. Elles sont souvent le fruit d'une épreuve, une perte d'emploi qui pousse à créer une entreprise, une dette qui oblige à apprendre la rigueur, un refus qui force à chercher mieux. L'échec, bien utilisé, devient un professeur redoutable. Voici un exemple concret. Imagine quelqu'un qui investit dans un projet et perd 5 000 euros. La plupart des gens crient au désastre et arrêtent tout. Mais celui qui analyse sa perte comprend peut-être que son erreur était d'avoir mis tout son argent dans un seul panier. La leçon vaut bien plus que la perte, car la prochaine fois, il saura diversifier et protéger ses finances. Le stoïcien ne fuit pas les difficultés, il les embrasse. Quand un problème survient, il ne se demande pas « pourquoi moi ?», mais « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Cette simple question transforme la douleur en carburant. Et rappelle-toi, ce que tu appelles aujourd'hui un obstacle est peut-être la forge de ton caractère. Le muscle ne se développe que sous la résistance. De la même manière, ta liberté se construit dans la confrontation avec tes difficultés. N'oublie pas, un marin expérimenté n'est pas formé dans une mer calme, mais au milieu des tempêtes. Si tu choisis de voir chaque obstacle comme une chance de progresser, écris en commentaire « Force », car ta force ne naît pas de tes victoires faciles, mais des batailles difficiles que tu refuses d'abandonner. Chapitre 7. Cultiver la patience et la constance. La liberté financière n'est pas une loterie, c'est une construction lente, patiente et méthodique. Mais beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent de patience. Regarde un jardinier, il plante une graine aujourd'hui, il l'arrose, il veille sur elle, mais il ne tape pas du pied en demandant où est le fruit le lendemain. Il sait que la croissance invisible précède toujours la récolte visible. C'est la même chose avec ton argent, tes projets et ta discipline. Le problème de notre époque, c'est l'impatience. On veut tout, tout de suite. On veut des résultats rapides, des gains immédiats, des transformations instantanées. Mais cette mentalité détruit les progrès réels, car la vraie richesse se bâtit lentement. Un exemple concret, imagine quelqu'un qui commence à investir 100 € par mois dans un portefeuille simple. Pendant les 2 premières années, il voit à peine la différence. Il se décourage. Mais s'il continue, au bout de 10 ans, les intérêts composés font leur œuvre. Et au bout de 20 ans, il réalise que ce petit effort constant l'a conduit à des dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas la somme investie qui a fait la magie, mais le temps et la constance. Autre exemple, pense à ton corps. Une séance de sport ne change rien. 10 séances à peine. Mais 100 séances, répétées sur un an, sculptent une nouvelle version de toi. Ta discipline financière, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi il est vital d'apprendre à aimer le processus plutôt que de courir après les résultats. Si tu n'aimes que l'idée d'être riche, mais que tu détestes les étapes pour y parvenir, tu abandonneras. Mais si tu trouves de la satisfaction dans chaque petit progrès, 1 € de plus épargné, une dette en moins, une dépense évitée, alors tu tiens la clé de la constance. Les stoïciens l'avaient là compris. La vraie puissance ne réside pas dans l'éclat d'un instant, mais dans la solidité de la répétition. L'homme patient, l'homme constant, finit toujours par surpasser celui qui brûle vite, mais s'éteint tout aussi vite. Si tu es prêt à construire lentement mais sûrement, écris en commentaire « Constance ».
car c'est elle, plus que tout le reste, qui fera la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui triomphent. Chapitre 8. Adopter la simplicité volontaire. La liberté financière ne se gagne pas seulement en augmentant ses revenus. Elle se gagne surtout en apprenant à réduire ses besoins artificiels. Beaucoup confondent richesse et consommation. Mais plus tu cherches à posséder, plus tu deviens esclave. Un homme qui gagne 10 000 € par mois, mais en dépense 9 900, n'est pas plus libre qu'un autre qui gagne 2 000 et en dépense 1 000. La clé n'est pas le montant que tu touches, mais la marge que tu gardes pour toi. La simplicité volontaire, ce n'est pas de la privation. C'est un choix conscient de te libérer du superflu pour renforcer l'essentiel. Ce n'est pas vivre dans la pénurie, mais dans l'abondance de ce qui compte vraiment. Exemple concret, au lieu de changer de smartphone chaque année pour suivre la mode, garde le tien 5 ans. Économise la différence, investis-la et regarde les intérêts travailler pour toi. Ou encore, au lieu de sortir 3 fois par semaine dans des restaurants hors de prix, apprends à cuisiner des repas simples, nutritifs et savoureux. Tu dépenses moins, tu gagnes en santé et tu gardes ton argent pour des projets durables. Autre exemple, beaucoup louent des appartements plus grands qu'ils n'en ont réellement besoin, juste pour impressionner. Mais chaque mètre carré inutile est un mètre carré qui t'enchaîne. Si tu réduis ton train de vie volontairement, tu augmentes de ton espace de liberté. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». Le véritable luxe, ce n'est pas de posséder 1000 objets, mais de ne plus être esclave d'aucun. La simplicité volontaire a aussi un effet psychologique immense. Moins de possession, c'est moins d'attachement, moins de peur de perdre, et donc plus de sérénité. Tu te concentres sur ce qui nourrit ton esprit, ton corps et tes relations, plutôt que sur des biens matériels qui se démodent ou s'abîment. Alors, si tu es prêt à alléger ta vie pour renforcer ta liberté, écris en commentaire « Simplicité », car c'est en simplifiant que tu crées de l'espace pour l'essentiel et que tu ouvres la porte à une véritable richesse. Chapitre 9. Maîtriser ses émotions face à l'argent. L'argent n'est qu'un outil, mais pour beaucoup, il devient une source d'angoisse, de dépendance ou d'excitation irrationnelle. Tant que tes émotions contrôlent ta relation à l'argent, tu ne seras jamais libre. La vraie maîtrise financière commence par la maîtrise intérieure. Pense à ces personnes qui dépensent compulsivement dès qu'elles reçoivent un salaire. Elles ne suivent pas un plan, elles suivent leurs envies. Ce n'est pas la logique qui commande, c'est l'impulsion. Résultat, elles restent prisonnières du cycle. Travailler, dépenser, recommencer. De l'autre côté, observe ceux qui paniquent au moindre mouvement de marché. Une baisse temporaire des actions et ils vendent tout par peur de perdre. Pourtant, ceux qui comprennent que l'économie fonctionne par cycle savent que la patience est récompensée. Là où les uns s'affolent, les autres bâtissent leur fortune. La première règle est simple. Ne laisse jamais la peur ou l'euphorie guider tes choix financiers. Si tu veux acheter, demande-toi, ai-je réellement besoin de cet objet ou est-ce mon ego qui cherche à se rassurer? Si tu veux vendre, demande-toi, est-ce une décision rationnelle ou est-ce la panique qui parle? Un exemple concret, quelqu'un qui économise depuis des années peut voir son portefeuille d'actions perdre 20% en une crise. S'il vend par peur, il cristallise la perte. S'il attend avec patience, il voit souvent la courbe remonter, parfois plus haut qu'avant. La différence n'est pas l'argent en lui-même, mais l'attitude.
Les stoïciens rappelaient: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. L'argent en soi ne te trouble pas. C'est ta peur de manquer, ton besoin de reconnaissance ou ton impatience qui t'enchaîne. Apprends à respirer avant toute décision financière. Établis des règles claires pour tes dépenses et tes investissements, et respecte-les quoi qu'il arrive. Tu élimineras ainsi l'influence de tes émotions et tu laisseras la discipline guider ton chemin. Si tu comprends que ta liberté dépend plus de ta maîtrise émotionnelle que du montant sur ton compte, écris en commentaire: je garde le contrôle, car c'est en gouvernant ton esprit que tu deviens vraiment maître de ton argent. Chapitre 10. Transformer l'argent en liberté durable. Accumuler de l'argent n'a aucun sens si tu ne sais pas quoi en faire. Beaucoup travaillent dur toute leur vie, amassent, puis se rendent compte trop tard qu'ils n'ont pas vraiment vécu. La liberté financière, ce n'est pas seulement avoir des chiffres sur un compte, c'est savoir utiliser l'argent comme un levier pour créer une vie qui te ressemble. La vraie question n'est donc pas « combien puis-je gagner ?», mais « quelle vie ai-je envie de construire ?» Un exemple concret. Un entrepreneur peut choisir de réinvestir ses profits uniquement pour agrandir son entreprise. Mais s'il n'utilise jamais ses ressources pour voyager, pour créer des souvenirs avec ses proches, pour soutenir une cause qui lui tient à cœur, alors son argent reste une cage dorée. La liberté, elle, se trouve dans l'équilibre. Transformer l'argent en liberté durable signifie 3 choses. 1. Créer des systèmes qui travaillent pour toi, investissement, projets automatisés, source de revenus passifs. De cette manière, tu libères ton temps, l'actif le plus précieux. 2. Choisir la qualité plutôt que la quantité. Une vie simple mais riche en expérience vaut mieux qu'une vie saturée d'objets. 3. Partager. Utiliser une partie de ton argent pour aider les autres, que ce soit ta famille, tes amis ou des personnes dans le besoin. Car la générosité renforce ton sentiment d'abondance. Les stoïciens nous rappellent que la vraie richesse est intérieure. L'argent n'est qu'un outil pour manifester cette abondance. Si tu l'utilises avec sagesse, il devient un bouclier contre la peur et une clé pour ouvrir des portes vers plus de sérénité. Alors, ne cherche pas seulement à avoir, cherche à être libre, être aligné, être en paix. Si tu crois que l'argent doit servir la vie et non l'inverse, écris en commentaire: je choisis la liberté. Conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, Un moment pour soi, nous cherchons toujours à t'apporter des outils pour grandir, te renforcer et trouver ta voie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et surtout t'abonner. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et rappelle-toi, ta liberté commence par tes choix d'aujourd'hui.